Donc sans plus attendre, je vais appeler les intervenants de la première table ronde que j'ai le plaisir d'animer, à savoir Nicolas Payancy, le CEO de Metal Additive Technology, Damien Pi, le CEO de Dantec, qui est venu sans Bob le lave-vaisselle, et j'en suis un peu triste, Arnaud Marion du Fonds entrepreneurial territorial de transformation en Hauts-de-France et fondateur de l'Institut des hautes études en gestion de crise, Guillaume Mortelier, directeur exécutif en charge de l'accompagnement chez BPI France. Bonjour à tous. Prenez place. Lourde tâche que de modérer une table ronde. Eh bien, je propose de commencer en m'adressant à Damien. Damien qui revient du CES, peut-être pour nous parler de pourquoi il s'est lancé dans l'entrepreneuriat, notamment en voulant relocaliser la production de la vaisselle sur le territoire national, qui s'intéressait à l'industrie, à une époque où finalement l'industrie, c'était pas aussi tendance qu'aujourd'hui. Tout à fait. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Anaïs. Merci pour l'organisation et l'invitation à cette table ronde. Donc effectivement, je reviens des États-Unis où je lançais même Bob sur le marché américain cette semaine. Nous, on a commencé l'aventure Dantec en 2016. Et en fait, cette aventure-là, c'est avant tout le fruit d'une volonté forte, celle de prouver que c'est possible de fabriquer en France des produits grand public de haute qualité à un prix abordable. Et tous les mots là-dedans sont importants en fait. C'est-à-dire que nous, notre mission, Bob le lave-vaisselle, c'est un premier produit et on a lancé ça parce que c'était techniquement intéressant, c'était un marché niche, c'était novateur, on pouvait innover et tout. Et techniquement, moi-même étant ingénieur, je trouvais ça intéressant. Mais notre volonté, c'était de prouver que c'était possible de faire ça. Et donc nous, en 6 ans, ce qu'on a fait, c'est qu'on a développé le produit, on l'a industrialisé, on l'a commercialisé en novembre 2020 et c'était un succès à la fois industriel et commercial puisque depuis novembre 2020 on a fabriqué et vendu pas moins de 40 000 Bob et là depuis la première semaine de janvier, sur la première semaine de janvier on en a vendu 1000, donc on commence très bien l'année 2022 et j'espère que ça va continuer comme ça. Et pourquoi tu t'es tourné vers l'industrie, Pardon ? Pourquoi cette tournée vers l'industrie ? Alors pourquoi cette tournée vers l'industrie ? En fait, par conviction, ce que je disais, parce que je voulais prouver qu'on pouvait... Alors, en fait, pour reprendre les choses depuis le début, moi, j'ai moins de 30 ans, et en fait, je suis un peu de la génération Made in China, c'est-à-dire que j'ai grandi qu'avec des produits importés, et en fait, je sais pas, je voyais dans les films, ou même parfois sur les brocantes ou quoi, qu'il y avait une époque lointaine, à laquelle on fabriquait encore des choses en France. Enfin, je sais pas, je me souviens, j'avais vu des commutateurs made in France qui devaient dater des années 50. À une époque, on fabriquait tout en France. Et en fait, moi, ma volonté, c'était se dire qu'on peut prouver au monde qu'en France, on fait pas que du vin et du fromage. Je sais que cette formule choque beaucoup les gens, mais en fait, si vous voulez, quand je me suis lancé à l'époque, il y avait tout ce qui était industrie de pointe qui était très sexy, on va dire. Donc voilà, tout ce qui va être haute technologie, type semi-conducteur, l'aéronautique et tout. Et puis en parallèle, tout ce qui va être artisanat, donc le vin et le fromage. Et entre les deux, il n'y avait pas grand-chose. En fait, c'était soit le jeu des États-Unis, soit le jeu de la Chine. Mais il y a peu d'entreprises qui se disaient on va faire des produits grand public. Et nous, on voulait prouver qu'il y avait quelque chose à faire sur ce créneau-là. Et c'est pour ça qu'on a lancé Dantec. En fait, c'est plus par conviction que par produit. Et après, en fait, il se trouve historiquement que c'est mon associé qui a eu l'idée du petit lave-vaisselle Bob et il m'a dit Damien, j'aimerais lancer ce produit, qu'est-ce que tu en penses, tu es ingénieur, ça va pas être trop compliqué pour toi, et de fil en aiguille j'ai dit oui et j'ai mis le doigt dans l'engrenage et je me suis retrouvé 6 ans plus tard à la tête d'une petite entreprise d'une 50aine de personnes qui fabriquent des lave-vaisselle. Merci beaucoup. Je vais me tourner vers Nicolas Payancy. Peut-être pour revenir sur aussi votre parcours, comment vous en êtes amené à reprendre l'entreprise que vous avez actuellement, et puis je crois que vous avez rencontré un certain nombre de difficultés avant d'arriver à ce projet industriel qui s'avère être une réussite. Oui, alors moi je commencerai par mon goût pour l'industrie. On a évoqué en introduction des enjeux stratégiques, etc., etc. Moi c'est un goût qui est un peu viscéral et qui est, j'allais dire, avant tout social. Je ne connais pas d'autre environnement professionnel où se croisent à la fois des gens qui parlent à peine français
qui ne savent pas lire, etc. Et puis des docteurs qui viennent expliquer qu'ils ont conçu un truc et c'est le gars qui ne sait pas lire qui va devoir l'exécuter, etc. Moi, je trouve ça fascinant. D'autant plus fascinant qu'à la sortie, il y a un produit, il y a quelque chose qu'on a fabriqué, on a transformé de la matière. Et donc, en passage, on ne se raconte pas d'histoire parce qu'on peut faire plein de tableaux Excel, etc. Une unité de production, elle doit fabriquer une quantité donnée à un coût donné. Ça, voilà, on peut faire tous les raisonnements qu'on veut. À la fin, tout le monde est d'accord peut être d'accord en tout cas sur l'appréciation de ces deux faits. Donc, voilà moi mon goût pour l'industrie. Alors, j'ai commencé dans les grands groupes et j'ai vécu ce que Damien explique, mais sauf que je suis un tout petit peu plus âgé. Donc, moi, j'ai vu la fuite. Je vous donne un exemple. J'ai travaillé dans un grand groupe automobile, dans une usine qui était réputée l'usine la plus productive du groupe. Et on venait régulièrement nous féliciter, nous remettre des trucs, etc. Cette usine, elle était à Aulnay-sous-Bois. Voilà. Et moi, je suis parti 2 ans avant que ça ferme, mais on commençait déjà à sentir une espèce d'hypocrisie entre ce qu'on racontait aux gens et ce qu'on demandait à nous. Moi, j'étais à l'époque cadre intermédiaire, j'étais débutant ou quasiment, et puis ce qui se préparait au-dessus, selon des convictions un peu hallucinantes, puisque le coût de revient d'une automobile, il y a seulement 8% qui est du coût de main-d'œuvre. Donc, ce n'est pas le prix de la main-d'œuvre qui est en jeu. Donc, j'ai vécu ça. J'ai vécu ensuite le monde aéronautique, en particulier chez un équipementier qui est une pépite. Le Premier ministre s'y est même rendu récemment à Figeac. C'est un fleuron de l'industrie française. C'est peut-être un fleuron, mais elle a été rachetée par un groupe américain. Voilà. J'y ai passé quelques années et ce groupe m'a proposé à un moment donné de diriger un équipementier dans leur groupe. Et j'ai pris goût à la direction d'entreprise et je me suis dit maintenant je vais le faire en vrai et je vais me lancer dans le monde des PME. Je vous passe les étapes, mais j'ai découvert assez vite une filière industrielle. Moi je suis plutôt mécanicien. Une filière qui consiste à dire quand on fait un produit métallique, alors j'ai pris des exemples pour illustrer. Quand on fait un produit métallique, on part de ce semi-fini, hein, on part d'un barreau comme ça, et puis on fabrique un produit qui est, par exemple, ici vous avez un écrou, c'est basique, mais vous voyez l'enjeu matière et énergie pour passer de ça à ça. Il y a quand même, alors évidemment on peut en faire plusieurs dans la hauteur, mais par contre on enlève beaucoup pour faire le trou, les facettes, etc. Il se trouve que là aussi, naufrage de l'industrie française, dans les années 90, il y avait un grand groupe qui avait découvert qu'on pouvait faire autrement en partant de ça, en partant de la poudre, et en étant capable d'agglomérer cette poudre pour en faire un produit parfaitement dense. Ce grand groupe, il s'appelait Vallourec. Il a depuis connu l'histoire que vous connaissez peut-être. Et moi, il se trouve que j'ai eu la chance de rencontrer l'un des dirigeants de Vallourec qui m'explique cette histoire et qui me dit on essaye de monter un projet autour de ça, etc. Il y a eu plusieurs étapes. Aujourd'hui, je suis le dirigeant de Metal Additive Technologies que j'ai fondé, au travers de laquelle j'ai repris les brevets qui avaient été déposés par un inventeur suédois. Et cette technologie, nous sommes en train de l'introduire au travers d'une société de mécanique que nous avons reprise sur le plateau de Saclay en début d'année dernière. Merci beaucoup. Arnaud, Marion, vous avez participé à, j'ai oublié le nom, mais à un certain nombre de projets de transformation d'entreprise. Et justement, quand on parle, avant de rentrer plus dans le détail sur la question du financement, quand on parle de réindustrialisation aujourd'hui, on parle beaucoup de cette idée de devoir transformer les entreprises, de revoir finalement de fond en comble le business model. Enfin, on entend tout et son contraire parfois. Est-ce que vous pouvez nous donner votre regard par rapport à toute l'expérience que vous avez? Je crois que vous avez écrit aussi quelques livres sur le sujet et j'engage nos auditeurs à aller les découvrir s'ils veulent en savoir plus aussi sur la méthodologie peut-être. Merci, oui, effectivement, il y a 2 livres, un qui s'appelle « Partout, je passe les mêmes erreurs » chez Erol, et le deuxième qui s'appelle « 21 semaines pour se relever de la crise » où je donne une méthodologie en fait de transformation. Alors moi j'ai appris la transformation, j'ai un passé de gestionnaire de crise, de redresseur d'entreprise, et c'est dans les crises que j'ai appris à transformer, parce que quand on veut donner de la pérennité à une entreprise, si, comment dirais-je, on fait la même chose qu'avant, on va de la même façon dans le mur. Donc du coup, l'idée de la pérennité d'un redressement d'entreprise passe par la pérennité d'un modèle économique. Donc effectivement, la transformation, alors on l'a un petit peu à toutes les sauces. D'ailleurs, on l'entendait jusqu'à présent davantage comme la transformation digitale des entreprises, ce qui est vrai, ce qui est un des pans. Moi, j'en donne une vision un peu différente. D'abord, pour qu'il y ait transformation d'un modèle économique, il faut qu'il y ait une vision d'entrepreneur. Je crois qu'on vient d'avoir un très bon exemple. Il y avait une vision
la part de Dantec, et à un moment, ils ont effectivement décidé d'implémenter quelque chose. L'idée, c'est quoi? C'est d'avoir une vision sur le monde, d'avoir une vision sur un marché, d'avoir une vision par rapport à ses concurrents, et donc le développement d'une singularité. Donc la transformation d'un modèle économique, quel qu'il soit, et aussi ancien soit-il, va consister à lui apporter de la pérennité. Et pour ce faire, c'est-à-dire, alors la pérennité, on voit bien depuis 2 ans, que c'est important, que la résilience, le mot est devenu un petit peu à la mode, la résilience est à la mode, alors on confond souvent robustesse, résilience, anti-fragilité, mais l'idée c'est que quoi qu'il se passe, et quel que soit le choc, l'entreprise puisse s'en remettre. Le stade ultime, celui de Nassim Nicolas Taleb, c'est l'antifragilité, c'est-à-dire je suis confronté à un choc et je vais m'améliorer, à la façon des anticorps dans un corps humain quand on est confronté à des virus. Donc la transformation des modèles économiques, elle va se jouer, en fait, c'est une approche globale qui va jouer, il y a 4 dimensions. Souvent, on croit que la transformation se résume à la performance des entreprises, donc à la profitabilité ou à sa rentabilité. En fait, c'est un des pans, c'est le pan le plus communément admis. Mais ce qui est important aussi, c'est un deuxième pan qui est l'allocation des ressources. Tout à l'heure, en introduction, le président Mousson a dit, on a vu à la faveur de la crise qu'effectivement, quand on dépendait de l'étranger, quand on n'avait plus l'industrie sur le territoire national, à un moment, on avait une fragilité et on pouvait éventuellement ne pas continuer à produire ou à exploiter son entreprise. Donc c'est cette notion de chaîne de valeur qui est extrêmement importante, avec en plus une chaîne de valeur qui est en train de s'étendre en amont parce qu'il y a des sujets de souveraineté, il y a des sujets de dépendance de pays, et puis en aval, puisqu'il y a une tendance naturelle, actuelle, à l'intermédiation finalement des modèles économiques par d'autres, par des plateformes, que ce soit Pay by Phone pour payer son taxi, son parking en bas, ou que ce soit Amazon ou Cdiscount pour vendre vos produits. Et puis, il y a une couche très importante. Alors, on parlait de transformation digitale, numérique, mais je crois que c'est l'innovation. C'est-à-dire la meilleure assurance vie de l'entreprise, c'est l'innovation, dans laquelle on peut mettre le digital, mais dans laquelle on va mettre également l'expérience client, donc tout ce qui est ce qu'on appelle le go-to-market, le fait d'aller adresser un marché. Donc cette vision, c'est effectivement une vision de quelque chose et une vision de ces marchés pertinents sur lesquels on va être. Et ce qui va permettre, donc c'est un peu une approche de design thinking, et puis il y a un dernier pan, une dernière dimension, mais qui est fondamentale, c'est bien évidemment ce que moi j'appelle les grands enjeux contemporains. Alors, le climat, bien évidemment, le partage de la valeur, tous ces enjeux, le dialogue social, tous ces enjeux absolument transversaux qui font et qui doivent infuser, irriguer. Je prends le mot du PDG de SEB, Thierry de la Tour d'Arthez, qui a dit dans son webcast de l'arrêté de ses comptes annuels, chez nous, la RSE irrigue à tous les stades de l'entreprise dès l'innovation. Et je crois que c'est effectivement ça, c'est-à-dire un design inclusif, s'adresser aux gauchers, s'adresser aux personnes âgées, c'est déjà ça. Donc la transformation, ça va être ce millefeuille en 4 dimensions que l'on va appliquer à un modèle économique pour transformer ce modèle et faire en sorte qu'effectivement ce modèle puisse être pérenne. Donc en fait, c'est comment on passe d'une vision à une transformation d'un modèle. Merci beaucoup. Je me tourne vers vous, Monsieur Mortellier. Quelle est votre vision, à vous, du renouveau de l'industrie en France et un peu de tous ces enjeux de transformation dont on parle ? Alors peut-être pour rappeler ce que l'on fait chez BPI France, on l'a rappelé tout à l'heure, on est très ancré dans les territoires avec 52 implantations et on est l'un des gros acteurs de financement de l'industrie traditionnelle. D'un côté, c'est près de 20 milliards tous les ans, 20 milliards d'euros qu'on injecte dans l'industrie, et en parallèle un gros acteur de la French Tech. Ce qui nous met dans une position où on voit très clairement une évolution depuis, je pense qu'on peut le situer au tournant des années 2010, où à la faveur d'une évolution d'abord de prise de conscience sociétale de l'importance de l'industrie, qu'on rappelait tout à l'heure dans l'introduction, et puis aussi de façon quasiment indépendante des différents gouvernements, d'une reprise en main politique des enjeux de financement de cette industrie avec une baisse des charges sur l'industrie qui a permis de remettre des conditions favorables à la réindustrialisation française, et puis différents programmes, je pense au plan d'investissement d'avenir, et puis en novembre dernier, le président de la République a annoncé le plan France 2030, ces 30 milliards qui vont aller sur l'industrie, avec soit des verticales
hydrogène, nucléaire et autres, mais la promesse que la moitié de ces 30 milliards vont aller à des acteurs émergents, c'est-à-dire ces 15 milliards qui vont aller vers des acteurs émergents que sont les startups, les PME et les ETI. Donc une vraie volonté pour aller relancer les dispositifs et le développement de nouveaux projets industriels, et en parallèle, à la faveur notamment de la crise, mais je pense que la crise a été un accélérateur là-dessus, une prise de conscience du consommateur de l'importance de produire en France. Par rapport à ça, ce que l'on voit aussi naître de plus en plus, c'est deux facteurs sur ces deux verticales, la verticale mature et la verticale, on va dire, start-up. D'un côté, de plus en plus de start-up industrielles. On a fait un décompte sur l'année 2021. C'est près de 1600 projets de start-up industrielles qu'on a pu identifier, dont plus de 600 avaient levé plus d'1 million d'euros. Donc ça veut dire qu'on est en train de massifier ce nombre de projets, c'est en train de monter. Et puis on voit quelques exemples, mais qui sont le sommet, on va dire, de la pyramide d'un mouvement qui est beaucoup plus large, qui sont les usines qu'on commence à recréer avec l'Insect, Alidia et autres. Et en parallèle, on voit que les industriels, c'est-à-dire les PME et les ETI dans les territoires, commencent aussi à s'inscrire dans des nouveaux mouvements d'innovation, même si aujourd'hui on n'a pas totalement craqué ce qu'on décrivait tout à l'heure, ces enjeux de pivot, de renforcement de l'innovation et de la politique d'innovation vers de l'innovation qui est plus simplement de l'innovation incrémentale de process, mais de l'innovation profondément de rupture, qui peut être de la rupture technologique ou qui peut être de la rupture d'usage en fait. Fondamentalement, la rupture d'usage a au moins autant de valeur que la rupture technologique pour aller adresser et servir une clientèle de façon différente. Donc on est persuadé que ce mouvement, les conditions sont favorables depuis le tournant des années 2010 et ça s'est amélioré. Et puis et surtout, on commence à voir émerger de nouveaux projets qui demandent à être financés, qui demandent à être accompagnés de façon de plus en plus intense sur les prochaines années. Merci beaucoup. Damien, Nicolas, est-ce que vous vous retrouvez dans ces discours sur la transformation par rapport à vos expériences, peut-être à des stades un peu de maturité différentes aujourd'hui? Transformation, c'est-à-dire, je peut-être peux rebondir sur la partie financement directement. Si vous voulez. Ok. Alors, nous, en fait, c'est vrai qu'on a travaillé dès l'origine avec BPI. Alors, pour la petite histoire, en fait, j'ai rencontré mon associé à la BPI. À l'époque, j'étais à la direction de l'innovation sur les objets connectés. C'est aussi une des raisons pour lesquelles je suis devenu entrepreneur. C'est parce qu'en fait, j'étais du côté banque et je voyais plein de projets. Et je voyais qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient perfectibles et ça me titillait de faire quelque chose. Et du coup, c'est pour ça que je suis passé du côté entrepreneur. Et on va dire que côté transformation et tout, quelque chose qui manque beaucoup en France et peut-être moins aux États-Unis, ce qui explique la différence de succès, c'est qu'en fait, en France, on réfléchit beaucoup, on écrit beaucoup de bouquins, on fait beaucoup de discours, on publie beaucoup d'articles, mais derrière, concrètement, ça parle beaucoup, mais ça concrétise moins. En fait, nous, ce qu'on s'est dit, c'est que, par exemple, la façon dont raisonnent les Américains, c'est qu'avoir une approche beaucoup plus terre-à-terre et au-delà des modèles économiques et tout, surtout chercher à avoir des clients. Moi, ce que je dis depuis le début, c'est que le premier financement d'une entreprise saine, c'est ses clients. Et c'est ça qui nous a permis de nous lancer. Le 8 octobre 2018, on avait fait une campagne de précommande sur le lave-vaisselle Bob qui avait été un réel succès puisqu'on avait vendu 6 000 en précommande à 199 €. Donc on a encaissé 1,2 million d'euros d'acompte client. Et c'est ça en fait qui nous a permis d'amorcer la pompe puisque derrière on a pu aller voir les banques, la BPI, des investisseurs et puis industrialiser le produit. S'il y a quelque chose que je peux faire remonter en toute humilité, c'est entre guillemets, le problème de l'œuf et de la poule des capitaux propres. C'est-à-dire que la BPI peut intervenir en dette en 1 pour 1, en fait 1 euro d'argent public pour 1 euro d'argent privé. Mais en fait, ce qui va poser problème, d'ailleurs comme avec les banques classiques, c'est le ratio dette sur capitaux propres, ce qui signifie qu'en fait, vous devez injecter de l'argent au départ dans l'entreprise pour pouvoir avoir du financement supplémentaire. Et c'est là que le bas blesse, parce que généralement, tant que le produit n'est pas sur le marché, en fait, il n'y a personne qui veut financer. Nous, on l'a vécu, on avait 1,2 million d'euros sur le compte. Et on nous disait, non, mais c'est pas sûr qu'il y ait de l'attraction, ça a peut-être juste fait du buzz, ça ne marchera pas forcément, etc. Et même là, avec ces précommandes, ça a pris quand même un certain temps d'arriver à augmenter nos capitaux propres. Mais sinon, la BPI nous a toujours soutenus et on la remercie sincèrement. Nicolas ? Oui, alors, donc moi je l'ai évoqué, il y a à la fois cette notion d'innovation technologique et puis la reprise d'une entreprise. Donc le projet il est en 2 étapes. On reprend cette entreprise qui n'était pas en très grande forme et on la transforme avec l'ajout de la technologie cette société va devenir notre plateforme industrielle. Les 2 étapes sont importantes parce qu'en fait le financement n'est pas du tout le même.
la partie reprise d'une PME qui, en plus, au sortir de la crise de 2020, il y avait aussi des petites problématiques managériales, etc. Ça n'intéressait personne. Et les seules personnes que je suis arrivé à mobiliser sont, je dirais, des business angels, des gens qui connaissent vraiment de près le monde de l'entreprise et qui étaient prêts à prendre le risque à mes côtés. Certains sont là, d'ailleurs, je les salue, et qui ont cru à l'histoire que j'étais en train d'écrire. Ceux qui ont cru aussi, ce sont les cédants. Parce que leur société était entre guillemets en difficulté, ou pas loin de l'être. Et évidemment, c'est la société dans laquelle ils travaillaient depuis 20 ans, pour laquelle ils se défonçaient tous les jours. Donc c'est compliqué d'aller expliquer à ces gens-là, votre société, écoutez, elle est magnifique, mais vu les résultats et vu la dette, elle vaut rien. Dans ce cas-là, on arrête tout de suite la discussion. Et pourtant, c'était la réalité financière. Donc comment on a fait? On s'est mis d'accord sur le fait sur une valeur qui était supérieure à celle de l'instant T, mais qu'on ne leur paye pas tout de suite, qu'on leur paye en actions de Metal Additive Technologies, et qui font qu'ils rejoignent, ils sont à nos côtés en fait, pour délivrer le projet qu'on a imaginé ensemble et qu'on va réussir. Dès la signature, d'une part, on s'est retroussé les manches. C'était un collectif de cadres qui était à la tête de la société. Ils sont à mes côtés aujourd'hui et ils sont à différents rouages de la société. D'une part, on s'est retroussé les manches pour redresser la société. On est revenu avec une situation de capitaux propres beaucoup plus confortable, des bénéfices, etc. sur l'année 2021. Et en parallèle, on prend contact avec le plan de relance, avec les banques, etc. Et là, alors que ces mêmes acteurs, au moment où j'expliquais la vision, regarder poliment, me trouver des prétextes en gros pour ne pas me répondre, là d'un seul coup, tout se débloque. Et parce qu'effectivement, ils se disent finalement, il y a une société qui existe, qui a déjà une certaine antériorité, qui a en plus cette vision, cette transformation qu'on évoquait. Là, c'est un projet pour lequel aujourd'hui il existe des dispositifs pour leur permettre de se concrétiser et de réussir. Est-ce que ça vous évoque une réaction, M. Marion? C'est un peu fatigant d'enlever, ça demande un peu d'ingéniosité. Exactement, de le faire surtout de la main gauche quand on est droitier. En fait, le sujet du financement, c'est toujours un sujet de critères de beauté. Donc par rapport à ça, moi j'ai eu l'idée je suis parti du principe, après avoir travaillé sur des centaines de dossiers, un peu plus de 300 dossiers sur lesquels j'ai travaillé et près d'une cinquantaine de mandats de direction générale. Et j'ai voulu en acter en me disant qu'il fallait créer, je dirais, des modes de financement différents. Et c'est comme ça que je suis allé rencontrer dans les Hauts-de-France, parce que je pensais qu'il ne fallait pas le faire au niveau national, mais au niveau régional. Et je suis ravi de l'introduction qu'il y a eu tout à l'heure, parce que c'est la bonne granularité sur un territoire, et il y a la Banque des territoires qui est là, et qui ne m'apportera pas la contradiction sur ce sujet. Donc je suis allé dans les Hauts-de-France et je suis allé rencontrer Entreprises et Cités, Jean-Pierre Le Tartre, qui est à la tête d'Entreprises et Cités, qui est une sorte de campus qui regroupe plus de 4000 entreprises dans les Hauts-de-France, qui était à la base le lobby des entreprises non textiles au 19e siècle, et puis qui est devenu un peu cette assemblée de toutes les entreprises. Et je leur ai dit, il faut qu'on monte un fonds d'un type nouveau, qui soit un fonds de capital transformation, un fonds activiste régional. Pourquoi? Parce que, il faut développer l'employabilité sur un territoire. Donc plus on développe l'employabilité, plus les entreprises ont intérêt à ce maillage industriel et à s'y développer. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut permettre aux entreprises qui croissent, et Dieu sait s'il y en a dans les Hauts-de-France, et il y en a dans d'autres régions bien évidemment, de maintenir leur centre de décision sur le territoire. Et je pense que c'est quelque chose de très important comme vision des territoires. Et donc du coup, on a marié, je dirais, l'expertise d'Entreprises et Cités et de leur société de gestion qui s'appelle IRD Gestion, et la mienne sur la transformation pour créer le FE2T, qui est un fonds entrepreneurial, territorial de transformation. Là aussi, tous les mots ont une signification. C'est un fonds d'entrepreneurs, donc en fait, avant d'aller voir des investisseurs financiers, on a commencé par aller voir des entrepreneurs, et c'est un fonds qui aujourd'hui est majoritairement détenu par des entrepreneurs, des grandes familles du Nord. On a une quinzaine d'entrepreneurs, on a des grandes familles très prestigieuses et qui ont mis des sommes assez importantes. C'est un fonds dont l'objectif final est de 100 millions d'euros. Et l'idée, c'est, ce qui est important, c'est à la fois de financer, mais c'est d'aider dans le processus de transformation. C'est-à-dire qu'on accompagne dans la transformation. L'idée, c'est, on ne cherche pas
les critères de beauté, c'est pas ça qu'on va chercher. La dégradation des critères de beauté, hein, je l'exprime comme ça volontairement, est un fait et est intégré, c'est un postulat et c'est intégré dans l'ADN du fonds. Ce qui nous importe, c'est de passer d'un point A à un point B et de financer ce passage d'un point A à un point B. Et je pense que tout le monde ici et tous les connaisseurs savent que c'est ça qui est souvent compliqué à financer. Donc l'idée, c'est le fonds amène de l'argent et moi j'apporte mon expertise dans la transformation aux côtés des entrepreneurs, en amont, pour analyser avec eux ce que je vois comme levier de la transformation et pour bâtir avec l'entrepreneur une feuille de route de transformation et tout au long de la vie de l'investissement pour accompagner l'entrepreneur avec le niveau le plus adapté autour du comité de direction, comité exécutif, pour faire en sorte que cette feuille de transformation puisse vivre, puisse être respectée et qu'on puisse atteindre les objectifs que l'on s'est fixés. Donc c'est un fonds qui est très entrepreneurial parce qu'on est au service des entrepreneurs. Et on a considéré que c'était certainement l'outil le plus agile, en fait, pour aider ces entreprises à se développer et finalement à se pérenniser et à transformer leur modèle économique. Merci beaucoup. Et juste une petite question, vous intervenez à titre majoritaire ou en minoritaire? Il les deux règles. Il y a zéro tabou, voilà. C'est plutôt minoritaire, ça dépendra de la taille des entreprises, mais ça peut être majoritaire sans aucun problème. Et des entreprises industrielles aussi. Pardon ? Et des entreprises industrielles Ah oui, également. on est dans un secteur où il y a beaucoup d'entreprises industrielles et une vraie culture industrielle, et merci de le rappeler, c'est que bien évidemment, il y a un autre niveau, c'est un triptyque. Les entrepreneurs, la société de gestion IRD Gestion et moi-même, à travers l'IHEGC, hein, qui est l'école que j'ai créée pour former les dirigeants à la gestion des crises et des transformations. Mais les entrepreneurs sont impliqués en tant que mentors en fonction des investissements. C'est-à-dire que si on a besoin de telle ou telle expertise de l'un de nos entrepreneurs, il s'est engagé à se rendre disponible. Je vais vous citer une petite anecdote. C'est qu'on avait interrogé des entrepreneurs de très haut niveau. On a des gens comme Octave Klaba ou autres qui ont fondé le fonds. Et comment dirais-je, Octave nous a posé une question. Il a dit, donc OVH Cloud, hein, pour ceux qui ne le connaissent pas, il a dit, est-ce que ça va me demander du temps? Alors Jean-Pierre Le Tartre lui dit, oui, je crains que ça te demande du temps. Bah, dans ce cas-là, je viens, parce que si c'était uniquement pour mon argent, je ne serais pas venu. Voilà. Alors, c'est un esprit qu'on retrouve beaucoup dans les Hauts-de-France et dans le Nord, bien évidemment, mais c'est pour vous dire l'implication qu'il va y avoir de chacun de ces actionnaires investisseurs. Et bien évidemment, il y a quelques investisseurs financiers autour de nous. Donc, finalement, plus qu'un fonds, c'est la recréation d'un écosystème au service des entreprises. Oui, c'est ça. Il y a un écosystème de transformation, en fait. C'est-à-dire qu'on anime ça avec... alors moi, le dernier livre que j'ai fait, il était préfacé par Jean-Pierre Le Tartre, et puis on a créé les chemins de la transformation avec des conférences et des rencontres avec des entrepreneurs pour réfléchir justement autour de cette notion de transformation, comme vous le faites aujourd'hui, pour essayer de guider les entrepreneurs du territoire. Merci. Je me tourne vers vous. Quand on a préparé la table ronde, on a eu ce sujet d'écosystème qui est revenu assez régulièrement sur comment recréer un écosystème à la fois de financeurs mais aussi industriel, finalement tout étant lié. Un petit, quelle est votre vision et puis comment la BPI contribue à recréer cet écosystème? Claire. Alors, la notion d'écosystème, pour nous, ça se traduit aussi par un mot qui est de l'éviter le silotage, en fait. Parce que si l'on se projette en 2030-2040, l'industrie française sera constituée fondamentalement d'entreprises PMI, ETI qui ont réussi à prendre le saut de l'innovation. Et puis d'un autre côté, de ce qu'on peut appeler des startups industrielles, c'est-à-dire quelque chose aujourd'hui qui est peut-être dans une SAT qui fait de la recherche ou d'une idée d'usage. Et notre enjeu, ça va être surtout d'éviter qu'il y ait un silo d'un côté des startups industrielles, parce que plus on fait ce silo-là, plus il y en aura qui iront à Shenzhen au lieu de s'implanter dans les territoires. Il faut que très très vite, la startup, l'idée, soit ancrée dans le proto, dans la première série et dans l'usine, sur un écosystème France, c'est-à-dire avec les PME, les ETI et puis tout l'écosystème de services qui est déjà en place pour l'industrie. Et donc la manière dont on aborde fondamentalement la question, c'est de se dire, ces startups industrielles qui peuvent être encore une fois techno ou usage, il faut les prendre le plus tôt possible, accélérer leur cycle de réflexion et de pré-industrialisation, et puis ensuite d'aller s'assurer qu'on aura un contact avec l'écosystème French Fab en aval.
En parallèle, donc ça, j'y reviendrai, ça passe par des dispositifs de financement et d'accompagnement. De la même manière, PMI, ETI industriel, comment est-ce qu'on fait pour les faire pivoter sur de l'innovation de rupture, technologique ou pas d'ailleurs, d'usage? On pivote, il faut les accompagner beaucoup, il faut aussi leur donner les moyens parce que l'écosystème capitalistique, on en a un peu parlé tout à l'heure, n'est pas encore totalement mature pour les financer, ces entreprises-là, sur ces ruptures-là. Il y a des difficultés des deux côtés, en fait. Pour la start-up industrielle, parce que c'est un long shot, et puis de l'autre côté, sur la PME industrielle, parce qu'il faut avoir un bon équilibre entre la valorisation des actifs historiques et puis la valorisation de la projection. Et aujourd'hui, les écosystèmes capitalistiques sont totalement différents. Comment on va faire du coup? Ça va passer par 3 axes. Le premier, ça va être de faire évoluer nos propres dispositifs du côté de la BPI, avec une capacité d'aller accompagner les projets industriels de la phase d'idéation, proto, démonstrateur et première usine. Ça va passer beaucoup par des systèmes de subventionnement qui vont être un peu plus forts que ce qu'on a eu par le passé, qui vont être un peu plus ciblés sur les entreprises, enfin sur les projets, on va dire, d'industrialisation. Des écosystèmes de prêts qui vont aller plutôt compléter les prêts que peuvent faire les banques au moment de la première industrialisation. C'est tout on a une gamme qui s'appelle les prêts sans garantie chez nous. On va la densifier pour être capable de financer toute la partie matérielle qui est généralement très très forte dans les premiers projets industriels. Et puis de recréer l'écosystème capitalistique. En propre, nous, ce qu'on a, on a un très beau fonds qui s'appelle le SPI, Société de Projets Industriels, qui a fait près de 15 opérations sur les 5 prochaines années, qu'on va recharger. Et en parallèle à ça, c'est la deuxième brique, il faut surtout construire l'écosystème. Et cet écosystème, ça passe par plus d'acteurs privés. Et nous, notre rôle à la BPI, c'est d'aller identifier ces acteurs privés, les initiatives comme en Hauts-de-France, mais des initiatives aussi, il y en a de plus en plus de nouveaux gestionnaires qui ont une expérience de l'industrie et qui ont un mindset qui est capable d'aller se dire voilà comment on peut, voilà quel risque, quelle typologie de risque on peut prendre sur une start-up industrielle ou sur une entreprise un peu plus mature qui est en train de faire ce pivot-là. Et donc on va annoncer, enfin c'est le gouvernement qui va annoncer d'ici la fin de ce mois, une nouvelle initiative pour aller financer tout cet écosystème de gestionnaires privés qui vont aller financer le plus amont possible tous ces projets industriels. Et enfin, et je ne l'oublie pas, on a un vrai enjeu nous-mêmes de former nos staffs, parce que Damien gentiment a dit qu'on avait été très très présent. On pense qu'on doit être encore plus présent, à la fois pour répondre à la montée de la demande, mais aussi il faut qu'on s'acclimate à être capable d'analyser un peu mieux la valeur technologique des projets, à nous-mêmes faire ce petit pivot d'analyse au sein de nos équipes pour être capable d'aller financer plus en profondeur, de prendre le bon risque en fait sur ces risques sur des programmes industriels. Et tout ça bien sûr avec des dispositifs d'accompagnement et de conseil qui vont être beaucoup plus puissants sur les prochaines années. Si je puis me permettre de rebondir sur ce que disait Guillaume, écosystème, ça veut dire convergence et pas opposition. Et ça, c'est très important. Alors, on sait qu'on est toujours dans... On a un côté très latin chez nous, quoi. C'est start-up contre le new contre le old, etc. C'est complètement faux. Je pense que l'environnement des start-up est un environnement qui doit irriguer dans l'industrie traditionnelle. Et c'est-à-dire, on le voit d'ailleurs dans la finance, qui est en avance sur ce sujet. Les banques s'allient avec des start-up pour pouvoir avancer, créer de nouveaux services. Et donc, l'industrie traditionnelle, comme on dit, etc., elle a besoin justement de cette convergence avec l'écosystème des startups qui est plutôt assez avancé et développé. En Europe, en tout cas, c'est certainement un des systèmes les plus avancés dans son système de financement. Et la France est devenue maintenant parmi les leaders dans le financement des startups. Et donc, les industriels et les chefs d'entreprise, ils doivent s'inspirer des startups pour l'agilité, pour les organisations agiles, apprenantes. Le test and learn, vous nous l'avez raconté tout à l'heure, quoi. On a voulu tester, vous avez employé ce mot, avec Bob, le lave-vaisselle. Et donc, je pense que c'est quelque chose qui est très important. L'écosystème est complémentaire, les acteurs sont complémentaires, c'est une chaîne de valeur complète qui est en train de se recréer au niveau industriel. Oui, si je peux me permettre de rebondir sur vos remarques respectives. Alors d'une part, c'est vrai qu'il y a un problème sur la partie financement, mais qui est lié en fait à ce que vous disiez de la valorisation des entreprises industrielles. C'est-à-dire que les entreprises industrielles sont valorisées, peanuts, j'ai envie de dire, par rapport aux boîtes logicielles. Alors voilà, pour parler de très concret, nous on fait 10 millions d'euros de chiffre d'affaires à l'année.
on n'est même pas valorisé notre chiffre d'affaires, alors que les boîtes logicielles qui font 0, elles sont valorisées autant que nous. Alors qu'elles font 0 de chiffre d'affaires. C'est quelque chose qui est complètement délirant, en tout cas de mon point de vue. Donc ça, pourquoi? Il y a peut-être des raisons. En tout cas, quand on voit outre-Atlantique et en Chine, les valorisations, on se dit qu'il y a peut-être un regard à changer aussi. Notamment quand on parle de souveraineté, si on regardait la souveraineté des entreprises, il y a un moment, du point de vue entrepreneur, quand quelqu'un d'étranger vous propose un très gros chèque, quand même ça s'étudie aussi. Donc si en France, il n'y a pas d'amélioration de ce point de vue-là, forcément, on va dire les entrepreneurs iront voir ailleurs, ce qui est rationnel et logique d'une certaine façon. Vous parliez justement d'écosystème et c'est très important. Une des choses que moi j'ai vues quand je me suis lancé, c'est qu'en fait tout le monde nous encourageait à aller en Chine parce qu'on nous disait c'est le seul endroit, alors à Shenzhen, où vous allez trouver un écosystème qui vous permettra de lancer votre produit. Et je vais vous dire qui m'a dit ça, c'est un fonds public abondé par la région Île-de-France qui n'existe plus, je crois, il a changé de nom, mais qui avait investi dans une télécommande connectée qui, elle, n'a pas fonctionné. Et en fait, pour en revenir à la valorisation des entreprises, en fait, le gros problème, c'est qu'aujourd'hui, on s'axe trop, à mon goût, je pense, sur la partie technologie. C'est-à-dire qu'en fait, on jure que par la technologie, que par l'innovation de rupture, etc. C'est bien, mais en fait, in fine, le rôle d'une entreprise, c'est de faire des produits qui se vendent. Je veux dire, en France, on est un peu on va dire, on est un peu une nation d'ingénieurs, dans le sens où, on a historiquement des chercheurs, des ingénieurs qui sont très bons dans les sciences dures, et c'est quelque chose qu'on cherche absolument à valoriser, à se dire, on va être techniquement meilleur que les autres, on va faire les avions les plus rapides, etc. Sauf qu'en fait, tout le monde s'en moque. Ce qui compte, et ça les Américains l'ont bien compris, c'est d'arriver à faire des produits qui se vendent mieux que les autres et in fine d'être bons en marketing. Et c'est ce qui explique au final que les entreprises outre-Atlantique soient mieux valorisées, parce qu'en fait elles ont un marketing qui est beaucoup plus performant que nous et qui a une portée aussi internationale. Et ça, c'est un des points qui, pour moi, je pense, est important, c'est qu'en fait, on parle beaucoup de Made in France et tout, mais pour moi, le Made in France ne peut exister que dans un contexte international. Pourquoi? Parce qu'en fait, les investissements industriels, vous le soulignez, sont colossaux. Et en fait, le marché français, à lui seul, est trop étroit pour pouvoir rentabiliser les investissements faits dans un contexte industriel. Donc, des boîtes industrielles ont vocation et nécessité à aller à l'international. Et c'est pour ça que nous-mêmes, avec Bob, en fait, dès le début, on a pensé international, même si on a commencé par la France, parce que c'est notre marché, on va dire, national, et c'est celui qu'on connaît le mieux. Parce que, en fait, nous, on a investi 3,5 millions d'euros pour le sortir, et ça, c'est rentabilisable que en exportant. Aujourd'hui, l'export, c'est plus de 40% de notre chiffre d'affaires sur les derniers mois. Et là, sur les premiers jours de janvier, plus de la moitié du chiffre d'affaires est réalisé à l'export. Pour conclure sur la partie écosystème, nous, la raison pour laquelle on est resté en Vendée, c'est parce qu'on y a découvert un écosystème local qui est très structuré, c'est-à-dire que on a des injecteurs plastiques, des moulistes. Moi, le mouliste qui a fait les moules les plus complexes du Bob est à l'autre coin de la rue, comme quoi il suffit de traverser la rue pour trouver un fournisseur en Vendée. L'électronique est assemblée en Bretagne, et en fait tout ça, on l'a fait d'une part par volonté, parce que alors que tout le monde nous disait d'aller en Chine, nous on se disait non, on peut faire en France, etc. On a cherché, et en fait c'est quelque chose qui manque aussi. Je dis souvent, ce qui manque en France, c'est un peu un Alibaba du Made in France. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, vous voulez faire quelque chose, vous allez sur Alibaba, vous trouvez en 10 minutes 20 fournisseurs qui font exactement ce que vous voulez, et pendant que les Français mettent 3 semaines à vous faire un devis, les Chinois ils ont fait le devis, les échantillons, ils ont lancé la mass prod. Donc voilà. Et du coup, c'est pour partager ces connaissances que j'ai rejoint le collectif Startup Industriel France et que je suis membre du board de Hardware France, parce que je trouve que ces connaissances-là et ce réseau-là doivent, entre guillemets, sont un peu un bien public, dans le sens où c'est pas, il y a plein de consultants qui vont chercher à vous monnayer ça, et pour moi c'est pas quelque chose qui devrait être vendu, c'est quelque chose qui devrait être libre d'accès, et c'est pour ça qu'à chaque fois que des startups qui se lancent me demandent mon aide là-dessus, je les aide très volontiers et pro bono. Je voulais revenir sur l'exemple tout à l'heure du fonds là, évoqué par Arnaud, parce qu'avec je pense une singularité qui est très féconde, je pense, pour les entreprises, c'est le fait que ce fonds soit opéré par d'anciens dirigeants, d'anciens entrepreneurs. Et ça change tout. L'écosystème, excusez-moi, mais la finance, c'est une technique comme une autre, et même un peu plus simple qu'une autre, puisqu'il suffit de savoir faire des additions, des soustractions, des multiplications. Donc il faut quand même la laisser à sa place. En revanche, il faut un dirigeant d'entreprise, il est seul à bord, et il faut qu'il puisse d'une part être épaulé sur certains sujets, certaines fois ouvrir les yeux avant qu'il soit trop tard, pour au contraire
contraire réagir très vite sur la bonne opportunité qui passe, etc. etc. Et ça, il existe un certain nombre de réseaux d'entrepreneurs. Moi, je suis par exemple lauréat du réseau Entreprendre. Typiquement, la personne qui m'accompagne de ce réseau Entreprendre, c'est un ancien dirigeant qui a scellé son entreprise, qui, il faut le savoir, paye pour avoir le droit d'accompagner des lauréats du réseau Entreprendre. Ça fait partie du modèle du réseau. Et qui, le reste de son temps, a investi dans un fonds avec d'autres entrepreneurs pour aider des entreprises. Forcément, ces gens-là, ils connaissent les problématiques des PME, etc., mieux que quiconque. Par contre, leur financement, il est limité à la mise qu'ils ont réalisée, donc c'est-à-dire souvent pas grand-chose. Et il y a certainement quelque chose à faire autour de ça, parce que c'est cette, entre guillemets, cette passation de relais entre les différents entrepreneurs qui peut être féconde. Et on a eu beaucoup d'entrepreneurs en France, on en a encore et on en aura encore. Et simplement, il faut que on se passe le relais au fur et à mesure, chacun vive son aventure et prenne la suite. Juste pour conclure, j'ai évoqué mes business angels. La plupart d'entre eux sont des gens aux côtés desquels j'ai travaillé moi en tant que manager de transition. Ils me renvoient l'ascenseur maintenant. Voilà, l'histoire et je ferai pareil un jour, j'espère. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce que l'un d'entre vous deux veut rebondir ? Juste rebondir sur la valorisation. L'industrie, par rapport à la tech, l'industrie, ça se valorise par rapport à son passé. Et la tech, ça se valorise par rapport à son futur, en fait. Donc, dans un cas, on a les cash flows. Dans l'autre, on a une croissance, effectivement, qui est espérée. Après, je dirais, les valos, elles changent, les multiples changent à partir du moment où l'industrie est capable d'intégrer de la technologie. Mais ce que vous dites est très vrai. De toute façon, c'est beaucoup plus compliqué d'avoir accès à du financement, en fait, quand on décide d'être un industriel avec une implantation sur le territoire. Moi, je voudrais juste rebondir sur le Alibaba sur l'industrie. En fait, je pense que ce sera un Alibaba. Il y aura peut-être une plateforme, mais ce sera aussi beaucoup du physique, en fait. Et pour moi, l'enjeu premier, ça va être de la rencontre de tout cet écosystème que j'appelle tech, mais qui est de l'innovation, en fait, plus que de la tech, en fait. Innovation tech ou innovation d'usage, enfin des nouveaux projets avec l'écosystème des French Fabers. En fait, c'est la rencontre de la French Tech et de la French Fab qu'il faut faire, en fait, quasiment au niveau des territoires, de façon informelle. Et progressivement, ensuite, il y aura peut-être des outils digitaux, des plateformes et autres qui viendront multiplier cet effet-là. Mais c'est aussi beaucoup, parce qu'on décrit sur la Vendée où il y a beaucoup de French Fabers, justement. Enfin, en fait, fondamentalement, c'est un terroir qui est assez ouvert, où il y a des entrepreneurs qui sont assez agiles et du coup, qui sont capables de dire OK à une start-up qui vient les voir pour aller faire ses premières pièces. Et je pense que c'est ça qu'il faut qu'on identifie très tôt, c'est les industriels qui sont capables de travailler. Et au sein de la French Fab, on a près de 7000 et on commence à avoir une montée des start-up industriels. Il faut qu'ils se rencontrent le plus tôt possible et naturellement, ça fera un Alibaba physique, quoi, presque. Tout à fait. Enfin, juste pour rebondir sur le côté French Fab, c'est vrai que c'est un peu le Alibaba français, dans le sens où moi-même je l'ai vécu. En fait, il y a pas mal d'entreprises qui cherchaient des sous-traitants. Et en fait, la plupart, via le réseau French Fab, on les identifie assez facilement et on peut faire les mises en relation. Sachant que French Fab, c'est plutôt des PME, PMI qui sont dans de la sous-traitance pure, donc qui n'ont pas de marque propre, pas d'accès au marché. Et derrière, elles vont servir des startups qui, elles, ont l'innovation et l'accès au marché. Merci. Est-ce qu'il n'y a pas un sujet dans tout ce que vous évoquez, peut-être aussi de perte de culture du temps long? C'est-à-dire que le temps industriel est par nature quand même un temps plus long que peut-être le temps de la tech et donc une impatience de l'investisseur à prendre ce risque. Oui, c'est ça. C'est-à-dire le problème, c'est l'impatience de l'investisseur. C'est-à-dire que beaucoup de fonds, d'acteurs financiers, finalement veulent faire tourner leur portefeuille dans les 4 ans et c'est pas du tout le temps de l'industrie et d'une implantation industrielle, notamment par rapport les autorisations en amont, la réalisation et puis ensuite le lancement de la production, parce que on le voit bien, on parlait tout à l'heure de transformation, on parle aujourd'hui de difficultés d'approvisionnement ou autre. On est dans cette allocation des ressources et on est dans ces difficultés de la chaîne de valeur, c'est-à-dire que en fait, en face de la vision d'un marché qu'on va avoir, il faut être capable de mettre à la fois les compétences, le leadership et l'organisation que l'on va avoir. Et sur le temps industriel, c'est un temps en tout cas qui n'est pas un temps immédiat. C'est-à-dire autant l'hypercroissance est très très facile très facile,
chose, ça s'entend. Elle est beaucoup plus compréhensible sur des plateformes de services. Autant sur l'industrie, l'hypercroissance, elle se conjugue quand même avec un temps beaucoup plus long, quoi. Je me permets de rebondir sur le temps long. Alors, il y a deux choses. Alors, dans l'industrie, on ne se tourne pas forcément les pouces. C'est-à-dire qu'en fait, le temps est beaucoup plus long par rapport au logiciel parce qu'en fait, il n'y a pas toute la partie physique, il n'y a pas l'inertie physique qu'on va avoir dans l'industrie puisque voilà, l'industrie, c'est quand même du hardware. C'est-à-dire que voilà, vous parlez d'homologation, il y a tout ce qui est mis aux normes pour pouvoir vendre sur des marchés et puis tout ce qui est approvisionnement et tout. Mais après, on peut quand même avoir un aspect croissance explosive qu'on va retrouver sur du logiciel et qui souvent, en fait, enfin, en tout cas, jusqu'à présent, on considère que c'est pas possible pour l'industrie, mais il y a quand même des entreprises qui prouvent que c'est faux. Enfin, si on prend Tesla, clairement, ils ont prouvé qu'en partant de zéro, on pouvait faire un modèle de croissance explosif dans du hardware et prendre une position de leader sur le marché. Et ça, en fait, c'est justement le fait qu'on prenne pas en compte cet aspect de croissance explosif, c'est ce qui explique que les valorisations soient beaucoup plus faibles. Parce que comme vous le disiez, pour l'industrie, on regarde que le passé, alors que pour le logiciel, on regarde l'avenir. Le problème, c'est qu'en fait, une entreprise de croissance industrielle reste une entreprise de croissance. On devrait quand même regarder l'avenir, ce que savent faire nos homologues américains et chinois. Je pense que cette question de temps long est l'un des critères en fait, plutôt d'une culture d'un écosystème de capital investissement, comme on a pu le recréer sur la pharma et les biotech, où l'investisseur doit juste avoir une vision claire des perspectives de rendement, que ce soit long ou autre. Derrière, il est capable de le factorer. Ce qu'il faut juste, c'est qu'il ait une culture industrielle suffisante pour être capable d'analyser le dossier, fondamentalement. C'est donc plutôt de la culture dont un des éléments est le temps long, mais ce n'est pas que le temps long. Alors, je vais poser une question peut-être un peu provocante ou polémique, mais parce que Damien citait l'exemple de Tesla. Est-ce que la France a aujourd'hui la capacité de faire émerger un Tesla? Pas forcément la capacité industrielle, mais la capacité de réactivité, d'agilité, ça comprend aussi l'agilité de l'administration, pour faire émerger un champion de ce type? Alors, je vais me permettre de répondre. Alors, c'est que mon avis personnel. Moi, je pense que non. Pourquoi? En fait, ce n'est pas une question de talent. Clairement, on a des ingénieurs qui sont parmi les meilleurs au monde. C'est pas forcément une question de volonté, c'est une question de culture. C'est-à-dire que nous, en fait, on n'a pas cette volonté, on n'a pas cette culture de vouloir être des leaders, etc. Souvent, les boîtes se disent, voilà, on va faire une petite boîte qui va être vendue à un grand groupe. Et même ce que veulent les fonds. Les fonds, vous leur dites, je vise une IPO. Ce que moi, je dis depuis le début que je veux faire un exit par IPO. Tout le monde me dit que je suis fou. Peut-être que je le suis sans doute. Mais voilà, alors qu'aux États-Unis, vous dites, voilà, je vais faire seed, série A, série B, IPO. En France, on n'a pas ça. Et au final, nous, aujourd'hui, on commence à traiter avec des fonds qui nous disent, voilà, on a compris vos ambitions, on va vous aider à devenir une boîte globale et aller chercher une IPO, s'il le faut, aux États-Unis ou à Hong Kong. Je ne vois pas pourquoi ce ne serait pas possible. C'est quand même d'abord une histoire humaine, il ne faut pas l'oublier. Il ne faut pas oublier qui est Elon Musk. Il ne sortait pas de nulle part et l'argent, c'était d'abord le sien quand même qui était engagé dans cette histoire. Donc il faudrait, la question que vous venez de poser, il faudrait la poser à, je sais pas, justement à Octave Klaba ou à des gens comme ça qui réussissent très vite, très tôt. Et derrière, qu'est-ce qu'ils en font? Ou à Kylian Mbappé, j'en sais rien. Mais je pense que l'histoire de l'individu est quand même aussi très, très importante dans cet exemple de Tesla en particulier. Moi, je pense que la seule chose qui est sûre sur la question, c'est qu'on ne l'a pas fait, mais notre capacité à le faire à l'avenir, je pense qu'il faut d'abord se penser. On se disait, il y a 5 ans, on va faire 10 licornes en France sur du digital, on en est à 24 ou 24 ce matin. Depuis ce matin, il faut juste qu'on se donne les moyens. Je pense qu'effectivement, les conditions, il y a encore quelques années, il y a encore quelques freins qu'il faut faire tomber. Si on se donne une volonté collective d'y aller, on peut faire quelque chose. Il faut quand même se rappeler que beaucoup ont raillé Elon Musk en ne croyant pas à son projet pendant longtemps et jusqu'à encore très peu. Ce qui est intéressant dans l'exemple de Tesla, et récemment on vient d'avoir l'annonce entre Stellantis et Amazon, c'est-à-dire que en fait, les constructeurs, Tesla vaut 1000 milliards, quand Renault en vaut 10 et Stellantis 70. Donc ça montre la différence. C'est que lui, il a imaginé une voiture, mais qui était une voiture complètement connectée, intégrée. Donc lui, il a pris l'espace du monde pour gérer sa voiture, en fait, et savoir ce que devenaient toutes les voitures et autres. Et c'est intéressant, parce que quand tous les constructeurs automobiles mondiaux ont considéré que la voiture électrique passait par le segment d'entrée de gamme,
Tesla est le seul à avoir considéré qu'il fallait se positionner sur le premium. Et je trouve que c'est un enseignement, c'est bien la vision d'un entrepreneur. Voilà, la vision, et donc il a une vision globale, et il a ensuite une vision d'un marché. On y est complètement dans cette approche de design thinking, et il s'est dit, je vais aller chercher des clients, et effectivement, il est très valorisé, survalorisé, etc. Peu importe le terme, mais en tout cas, c'est une valeur de marché. Mais je crois qu'il a eu cette vision et il s'est tenu à cette vision. Je discutais l'autre jour avec Nathalie Bala, la PDG de La Redoute, et pour préparer une intervention avec elle. Et on lui demandait avec Jean-Pierre Le Tartre, mais finalement, comment tu résumerais finalement ce que tu as fait à La Redoute? Et elle nous a répondu, j'ai fait des choix extrêmement tranchés avec une vision et je m'y suis tenu. J'ai considéré que ça devait être du full digital et autres. Et donc elle a fait effectivement des choix tranchés. À l'époque où elle le fait, c'est quand même extrêmement avant-gardiste, quoi. Abandonner le catalogue de La Redoute pour être full digital, il fallait oser. Et donc finalement, Elon Musk, ce qu'il a fait. Donc, est-ce qu'on est capable de faire Tesla? J'espère qu'on sera bientôt capable. Moi, je suis toujours assez meurtri de voir que sur des très belles histoires industrielles et entrepreneuriales françaises, à un certain niveau, on est obligé d'annoncer l'arrivée de fonds anglo-saxons. Personnellement, parce que moi j'ai une certaine idée de mon pays, mais je suis ravi quand il y a des initiatives comme Lac d'Argent ou ce genre de choses qui sont là pour défendre le capitalisme français. Mais on a peut-être une tendance, chez nous, à toujours trop attendre du public. Tout le monde se tourne vers Escalité, vers la BPI, vers la Banque des Territoires et autres. Nous, on a montré dans notre fonds qu'avant d'aller chercher le moindre euro d'un investisseur institutionnel, on a d'abord mobilisé des fonds privés. Et c'est un fonds privé dont la gouvernance est exclusivement privée. On est soutenu par la région des Hauts-de-France, mais on est soutenu parce qu'il y avait un ADN entrepreneurial, en fait. Donc effectivement, je pense qu'on a quand même des très grands entrepreneurs en France, dans un certain nombre de secteurs. Il faut qu'on arrive, et je crois que le travail qui est fait tendanciellement depuis 15 ans, 20 ans, est en train de porter ses fruits. Il faut qu'on arrive à avoir effectivement des grands succès dans la tech. Mais enfin, quand on voit Sorar ou ce genre de choses, ce que c'est devenu en si peu de temps, ça nous laisse des espoirs. Il faut qu'on arrive à avoir des gens qui ont des fortunes façon Bernard Arnault, mais peut-être dans les domaines de la tech et de l'innovation et, je dirais, des services. Ça va arriver. Bon, un entrepreneur comme Octave Klaba en est d'ailleurs un peu l'illustration. Mais il faut que ça vienne aussi d'initiatives privées et surtout pas que publiques. Je m'en tourne vers Damien, parce qu'on a beaucoup parlé de Tesla, mais je crois, et je ne crois pas trahir un secret, parce que quand on a parlé publiquement, que tu es en train de faire un truc actuellement que les industriels ne font pas pour le moment, c'est de t'intéresser sérieusement aux crypto-monnaies comme un levier éventuellement pour te différencier et aller sur d'autres terrains. Tout à fait. Alors, c'est un peu ce qu'a fait Tesla d'ailleurs, en tout cas Elon Musk. Mais déjà, il y a un aspect technophile et early adopters qui permet de toucher une cible early adopter, pas qu'en France, en fait, même beaucoup à l'étranger. Puis on entend beaucoup parler des NFT, donc toutes les boîtes de luxe sont mises sur ce créneau. Et en fait, ça, on va dire, pour moi, c'est un constat, c'est que pour moi, une des qualités fondamentales de l'entrepreneur, c'est l'opportunisme. Enfin, c'est souvent un gros mot, en fait. C'est pas du tout considéré comme étant une qualité habituellement, l'opportunisme. Pourtant, je pense que dans le monde entrepreneurial, c'est une des premières qualités de l'entrepreneur. Pourquoi ? Parce qu'en fait, souvent, voilà, vous avancez, puis en fait, des fois, il y a un peu de lumière qui apparaît quelque part. Et le rôle de l'entrepreneur, c'est saisir l'opportunité et transformer en fait la potentialité en réalité. Et nous, c'est ce qu'on a essayé de faire avec Bob, ce qu'on réfléchit à faire. Alors, on a déjà créé le Dancoin, mais c'était pas une crypto-monnaie pour en fait rémunérer nos ambassadeurs. Donc le Dancoin existe déjà et on basculera prochainement en crypto-monnaie. Et voilà, c'est vrai que ça fait beaucoup de buzz de l'aspect crypto-monnaie sur le Bob, mais c'est juste une de nos activités parmi d'autres. Par contre, ce qui est très intéressant quand vous évoquiez Tesla, ce qui différencie Tesla des autres constructeurs, c'est l'intégration verticale. C'est-à-dire que nous, quand on relit nos BP de 2016, une
des briques de notre philosophie, c'était l'intégration verticale. Pourquoi? Parce que c'est le seul moyen, un des seuls moyens d'être compétitif, c'est-à-dire assurer à la fois la conception, la fabrication et la commercialisation. Pourquoi? Parce qu'il n'y a quasiment pas d'intermédiaire. Toute la valeur ajoutée est faite in-house et ça permet d'avoir une meilleure maîtrise technologique. Nous, clairement, tous les mois, quasiment, on change des choses sur le produit, on fait de l'amélioration continue, et ce qui fait qu'on a une courbe d'apprentissage qui est beaucoup plus rapide que toutes les entreprises qui sous-traitent à des bureaux d'études, à des usines pour la fabrication, etc. Et Tesla, en fait, il y a l'aspect logiciel et tout qui est important, mais en fait, Tesla, c'est avant tout un fabricant de batteries et de moteurs. Ça ne s'appelle pas Tesla Motors pour rien, c'est parce qu'en fait, ils fabriquent l'essentiel des briques technologiques, eux, et quand vous regardez toutes les boîtes industrielles qui marchent, c'est ce qu'elles font. Vous prenez Vorwerk, vous prenez Brandt, vous prenez Dyson, ils fabriquent eux-mêmes leurs moteurs. Par exemple, Dyson, en fait, c'est très simple. Quand vous voyez l'extension de la gamme, en fait, Dyson a commencé à fabriquer lui-même ses moteurs et puis il s'est dit, tiens, qu'est-ce que je peux faire qui réutilise mes moteurs? Donc en fait, il y a toujours derrière l'aspect gamme une logique industrielle forte. Et donc de remonter dans la chaîne de valeur, si on comprend bien. Nicolas, je me tourne vers vous parce qu'avec Damien, on a beaucoup l'exemple du B2C et c'est vrai que quand on parle au grand public de l'industrie, on a tendance à penser au B2C et assez peu au B2B en fait. Et on a quand même beaucoup d'entreprises industrielles qui vendent à d'autres industriels. Qu'est-ce que ça vous évoque quand on parle de tout ça, de Tesla qui vend directement aux consommateurs en tant qu'industriel ayant une position peut-être un peu différente et aussi soumis à des rapports de force peut-être un peu différents? Alors moi, c'était une de mes convictions en me lançant, c'est-à-dire j'avais opéré dans le monde aéronautique et un monde constitué de beaucoup de sociétés de petite et moyenne taille, parce que même Airbus, qui était un grand succès, l'Airbus A320, 60 à 320 par mois, celui qui fait une pièce par avion, il fait jamais que 60 pièces par mois. Donc ça reste quand même un marché qui est constitué de petites sociétés très techniques. Donc depuis longtemps, je suis confronté à ces caractéristiques. Et j'avais donc été dans le rôle des grands groupes face aux PME. Maintenant, j'essaie de faire partager cette expérience dans les PME que j'ai rejoint d'abord en manager de transition et maintenant dans celle que j'ai reprise. Il y a effectivement la notion de temps long dont on parle. Donc, typiquement pour mon innovation, si vous voulez, quand je vais voir un client et je lui explique, vous voyez, si vous produisez ça avec de la poudre, vous allez consommer 50% d'énergie et 50% de matière en moins. Ah, génial! Ben non, pas du tout. On me répond, ah oui, ça va coûter combien? Ah ben oui, mais pour l'instant, personne ne produit la poudre à très grande échelle, donc à part des niches qu'on est en train d'explorer, il n'y a pas encore des débouchés fantastiques. Bon, ça, c'est typiquement le B2B. Bon, ça fait partie du jeu, il faut le savoir. C'est aussi pour ça qu'on a repris une société industrielle, justement, pour s'affranchir des problématiques de homologation, outils industriels, etc., dont la grande partie existe déjà, en fait, à travers ce qu'on a repris, qui nous permet de gagner du temps et de la crédibilité sur le marché. Je me permets juste de rajouter un mot sur le fait que vous soyez en B2B, c'est très intéressant, parce qu'en fait, précisément, pour rebondir sur la partie financement, en fait, les fonds classiques ne financent pas le B2C. C'est-à-dire, en fait, quand vous dites hardware B2C, c'est presque un gros mot, les fonds partent en courant, parce qu'en fait, soi-disant, le B2C, c'est quelque chose qui est très risqué, quelque chose qui est très incertain, et du coup, ça ne tire pas du tout. Or, pour moi, en tout cas, j'ai été en Chine dans le cadre de l'initiative Make It in China 2025, donc organisée par le gouvernement chinois et tout. Eux, la Chine, ils ont compris qu'en fait, ce qui drive l'industrie, c'est le grand public. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous le disiez très justement, dans l'industrie de pointe, donc l'aéronautique, on fait 60 pièces par mois, là où dans l'industrie grand public, on parle en dizaines, voire centaines de milliers de pièces par mois. Donc forcément, l'effet d'entraînement d'une industrie B2C est, je pense, plus important que B2B. Il peut y avoir un volume effectivement différent. En revanche, effectivement, l'intérêt du B2B quand même, c'est qu'il y a une moindre volatilité. Paradoxalement, ça ne paraît pas forcément intuitif comme ça, mais quand on est sous-traitant d'un grand groupe, etc., il faut quand même faire un certain nombre de bêtises pour qu'il change de fournisseur, parce qu'une fois que ça fonctionne, il a autre chose à faire que d'aller remettre en cause le gars qui lui achète, qui lui vend des pièces depuis un certain temps, dans des bonnes conditions de qualité, de logistique, etc. Voilà, donc il y a moins de possibilités d'exploser dans le bon sens du terme, mais par contre, il y a une certaine stabilité qui fait partie des caractéristiques de ce type de marché. Malheureusement, nous arrivons à la fin du temps qui nous était alloué. Juste peut-être si chacun d'entre vous pouvait conclure avec peut-être un conseil ou une recommandation en faveur du soutien à l'industrie et puis à ces questions de financement. On regarde vos parcours. Je propose de commencer par ma gauche.
Je pense, en guise de synthèse de notre échange, le conseil que moi je pourrais donner, et qu'on essaye de donner, et qu'on va donner sur les prochains mois et les prochaines années, c'est beaucoup plus allez-y, lancez-vous, parce qu'on va mettre les dispositifs en place pour être capable de faire maturer ces projets et puis de les faire réussir. Je crois qu'au cœur des modèles, et les deux entrepreneurs qui viennent de s'exprimer viennent de le montrer, on a la chaîne de valeur de l'entreprise. C'est ça qu'il faut essayer de comprendre et d'établir. Il faut avoir en tête que cette chaîne de valeur est en train de s'étendre, en amont, en aval, en amont avec les dépendances, donc effectivement l'intégration verticale a un certain nombre de vertus, et en aval parce que l'enjeu des entreprises et de la durabilité des entreprises, de la pérennité des entreprises, c'est leur capacité à ne pas se faire intermédier par d'autres acteurs et donc à réfléchir avec pertinence à leur go-to-market. Donc la chaîne de valeur est clairement au cœur du processus de transformation de l'entreprise. C'est ça qui est vertueux et c'est ça qui a de la valeur en fait. Le terme qui me vient pour justement se lancer, c'est s'entourer aussi. Voilà. Même si ça, quand vous lancez, c'est votre aventure, mais les gens dont vous vous entourez, ils vous la voleront pas. Mais si vous lancez tout seul, vous avez bonne chance que votre lancée, en fait, ce soit un joli atterrissage à plat. Voilà. Moi, ce que je dirais pour conclure, c'est de garder le cap. C'est-à-dire que quand on est entrepreneur, c'est un peu être la figure de proue d'un bateau. On se prend pas mal de vagues dans la tête, mais il faut continuer à avancer. Et je pense que ça, c'est quelque chose de très important, enfin, pour toutes celles et ceux qui souhaitent se lancer. C'est que souvent, on vous dira que votre idée n'est pas la bonne. Encore faut-il la communiquer. Que voilà, c'est pas possible et tout. Mais derrière, tant que vous avez des indices du réel qui vous confortent dans cette idée-là, il faut foncer. Il ne faut pas écouter ce qu'on nous dit. Moi, ce que je dis souvent, c'est que les seules limites, en fait, aux perspectives entrepreneuriales, c'est les lois de la physique et du marché. Tant qu'on les respecte, tout va bien. Merci. Alors, il est... Bien. Alors, vous avez vu, vous avez je n'arrive plus à parler, c'est très bien, vous avez modéré la table ronde tout seul et c'était bien ce qu'il me fallait avec mon manque de voix. Je vous remercie. Il est 17h30, je vais passer le bâton de parole à Éléonore Blondeau, qui va j'ai beaucoup de mal avec les expressions françaises, je les réinvente à chaque fois, c'est terrible, qui va se charger d'animer la prochaine table ronde et de vous présenter les prochains intervenants. Merci encore d'être venus, de nous avoir accordé de votre temps et de nous avoir partagé vos expériences.